retiens encore quelques personnes. Pardon, excusez-moi. Donc la deuxième présentation va parler de la GNA et du syndrome néphrotique. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont les étapes et quelles sont les démarches à faire devant un syndrome néphrotique et un syndrome de glomérulonéphrite aiguë. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc en fait, c'est une problématique fréquente. Je suis sûre que vous voyez souvent ça en consultation, hein, les protéinuries et les syndromes néphrotiques. Le problème des néphropathies glomérulaires de façon générale, c'est justement que c'est sous-diagnostiqué. Et le problème surtout, c'est que ça évolue petit à petit, mais sûrement, vers l'insuffisance rénale chronique terminale avec tout ce que ça implique, comme coût, comme altération de la qualité de vie, comme mortalité cardiovasculaire. Donc c'est vraiment une entité, c'est sémiologique, hein, c'est un tableau, c'est un signe, si vous voulez, c'est un tableau clinique, mais le souci, c'est que c'est souvent accompagné d'une mortalité très très élevée, notamment un passage vers les stades terminaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la néphropathie glomérulaire évolue beaucoup plus vite que les autres néphropathies vers l'IRC. Alors, très rapidement, très rapidement, on a un néphron. Alors, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. On a 1 million de néphrons par rein. Et le rein, pour mémoire, il fait 12 cm. Et donc, il y a le glomérule qui est le premier filtre, la première sélection. Donc, il va laisser passer tout ce qui est plus petit que l'albumine et tout ce qui est plus gros que l'albumine ne va pas passer. Et puis, nous avons le tubule qui est plutôt dans la sélection. Et l'idée, c'est que le rein, c'est une espèce d'usine de recyclage qui va récupérer ce qui est intéressant et qui va rejeter ce qui n'intéresse plus l'organisme. J'adore ce schéma. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une idée vraiment de comment les néphrons sont ensemble, en fait. On a le glomérule, le tube contourné proximal, on a le tube contourné distal du glomérule, on a plein de tubules à côté. Et c'est ce qui explique, en fait, que la réabsorption se fait de façon massive. C'est vraiment le fait que les néphrons sont compactés dans un tout petit espace. Alors, on se concentre sur le glomérule, et juste pour dire que, en fait, une molécule va aller du vaisseau vers le tubule en passant par 3 couches. C'est ce qu'on appelle la barrière de filtration glomérulaire. Pourquoi je vous embête avec ça? Parce qu'une fois qu'on comprend ça, on comprend tout le reste. Alors, on a une molécule qui est par là, qui va traverser l'endothélium, qui va traverser le vaisseau. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a l'artériole afférente, le glomérule, et l'artériole efférente, donc c'est les vaisseaux. Et puis, on a la capsule de Bowman avec les podocytes. C'est un peu près là, une espèce d'entonnoir, hein, qui va collecter toute l'urine primitive. Donc, on a l'endothélium, comme je vous le disais, une membrane basale, et puis les podocytes qui émettent les pédicelles. Et pour que n'importe quelle molécule qui va aller du sang vers l'urine primitive, il faut qu'elle passe les 3 couches. Et ces 3 couches ont 2 caractéristiques. C'est une barrière mécanique, donc tout ce qui est plus gros que l'albumine ne passe pas. Donc albumine, protéines, globules rouges, globules blancs et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la caractéristique mécanique. Et pourquoi je vous en parle? Parce que, rendez-vous compte, si les petits trous sont dilatés, on va se retrouver avec des protéines qui passent, mais également des globules rouges. Et puis, il y a une caractéristique électrique. C'est qu'en fait, cette barrière de filtration, elle est chargée négativement. Et l'albumine est chargée négativement. Et donc, le moins et le moins créent des répulsions. Et c'est en fait un système de double sécurité. Donc, l'albumine ne passe pas pour 2 raisons. 1, parce que les petits trous, ils font pile la taille de l'albumine. Et 2, parce que la surface, elle est chargée négativement et que l'albumine est chargée négativement. Donc, quand le glomérule a une altération de sa caractéristique mécanique, quand les petits trous sont plus larges, on va avoir de l'albumine, mais on va avoir tout le reste des protéines et également des globules rouges. C'est ce qu'on appelle la protéinurie non sélective. Et quand on va avoir juste la charge qui a été modifiée, on va avoir de l'albumine et tous les autres, les globules rouges, vont réussir à être bloqués. Et donc, c'est ce qu'on appelle la protéinurie qui est dite sélective. Alors, donc les néphropathies glomérulaires, et c'est ça qui est embêtant en néphro, c'est que cliniquement, c'est très pauvre. Hein. On a de la protéinurie, de l'hématurie, de l'insuffisance rénale, de l'HTA, un peu d'œdème de temps à autre, mais c'est les seuls signes cliniques qu'on a. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et souvent, syndrome néphrotique, néphritique, GNA, on n'arrive pas un petit peu, on s'embrouille un petit peu entre les deux. Syndrome néphrotique de façon très logique. C'est le fait que le rein, il débloque et il laisse passer beaucoup de protéines dans les urines. Et donc l'organisme, il essaye de s'adapter. Et le foie, il essaie de compenser la perte
que j'ai une fuite protéique, donc, avec une diminution de la protinémie et de l'albuminémie dans le sang. Et donc, j'ai moins de protéines qui retiennent donc l'eau dans le vaisseau, et cette eau-là va se retrouver dans le secteur interstitiel et ça va me donner des œdèmes. Et en même temps, eh ben, ça stimule le système rénine-angiotensine, ça crée une hypovolémie, et donc ça pérennise la réabsorption d'eau et de sel dans le rein, parce que le rein il dit, en fait, même si je suis dans un état d'anasarque, le rein il reçoit quoi comme message? Que le vaisseau est vide, donc il est en déshydratation, donc logiquement il va réabsorber plus d'eau et de sel. Et donc c'est ce qui fait que je vais avoir des œdèmes des membres inférieurs et je vais avoir une rétention hydrosodée. Mais on a aussi d'autres conséquences, c'est qu'en fait je ne perds pas que des protéines, que de l'albumine, je perds aussi les anticorps qui sont des protéines. Donc si je perds des anticorps, ben, je risque une infection. Le deuxième point, c'est que je perds aussi toutes les protéines qui sont synthétisées par le foie, notamment les protéines anticoagulantes. Et en contrepartie, j'ai un foie qui essaye, le pauvre, de suivre un peu la cadence. Donc il va plus travailler pour libérer plus d'albumine, mais c'est ce travail où il va faire plus, fournir plus pour avoir de l'albumine, il va libérer plus de cholestérol parce que c'est le foie qui libère les triglycérides. Il va faire en sorte également d'augmenter sa synthèse de protéines C, protéines S pardon, et d'antithrombine 3. Donc ça va faire que les patients qui font cette situation, qui sont dans ce tableau clinique, eh ben, ils vont avoir plus de risques infectieux, plus de risques de thrombose, plus de risques de malnutrition parce qu'ils perdent de l'albumine, une hypercholestérolémie, et par la suite, avec le temps, ils peuvent aller vers la malnutrition. Un autre point intéressant, c'est que beaucoup de médicaments, et ça on ne fait pas vraiment attention à ça, se lient à l'albumine. Donc rendez-vous compte, si le patient a moins d'albumine, eh ben, on a plus de fractions libres de médicaments qui circulent, et ce sont des patients qui sont sujets à plus de complications et d'effets secondaires médicamenteux. Alors le contexte, c'est souvent un patient qui va venir parce qu'il est gonflé de partout, ou alors parce que, ben, en consultation de médecine générale ou de médecine de travail, j'ai fait une bandelette urinaire et je me retrouve avec une protéinurie positive. C'est typiquement le contexte auquel je vais me dire, aïe aïe aïe, peut-être que mon malade a un syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, pour la faire courte, c'est une définition biologique. C'est une définition qui est bête et disciplinée. C'est le fait de se dire que j'ai c'est des multiples de 3, plus de 3 grammes de protéines dans les urines par 24 heures, avec une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre dans le sang, et une protinémie inférieure à 60 grammes par litre dans le sang. C'est purement biologique. 3, 30, 60. Dès que j'ai cet élément-là, je suis en droit de dire que c'est un syndrome néphrotique. Une fois que j'ai posé mon diagnostic de syndrome néphrotique, je me pose 2 questions. Est-ce que c'est pur ou impur? Pourquoi c'est important? Si c'est impur, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ma barrière mécanique. Si c'est pur, ça veut dire que j'ai perdu mes charges. Pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai que de l'albumine, j'ai pas de globules rouges, j'ai pas d'HTA, j'ai pas d'insuffisance rénale. Si j'ai un des 3, voire les 3, je suis dans le syndrome néphrotique impur, et donc je suis en droit de dire que c'est une modification dans ma barrière mécanique. Et donc les étiologies sont un peu différentes. Donc, une fois que j'ai posé mon diagnostic de syndrome néphrotique, pur, impur, je me dis, attends, le patient, il risque des complications. Ces complications aiguës chroniques, on les a vues dans la physiopathe, ce sont les complications thromboemboliques, les complications infectieuses, je ne sais pas si c'est très clair, et l'insuffisance rénale aiguë du fait de l'hypovolémie. Les complications chroniques, c'est la dénutrition, c'est toujours le risque infectieux, c'est le risque d'hyperlipémie et l'élévation, la toxicité médicamenteuse. C'est typiquement les complications auxquelles il faut que je pense quand je suis face à un patient qui a un syndrome néphrotique, quelle que soit l'étiologie du syndrome néphrotique et quelle que soit la nature du syndrome néphrotique. Alors, ensuite, je vais me dire, bon, syndrome néphrotique, d'accord, mais c'est quoi son étiologie? Et donc, je vais aller rechercher les signes généraux et le contexte. Est-ce que le patient a pris des médicaments? Là, en ce moment, à l'hôpital, on a eu pas mal de cas de syndrome néphrotique induit par le vaccin anti-Covid. On a eu beau chercher toutes les étiologies du monde, le seul élément, c'est qu'il a été vacciné. J'ai eu une patiente, une gentille patiente, qui a eu un syndrome néphrotique après ingestion de Fortrans pour une coloscopie. Donc en fait, il faut chercher quand même le contexte médicamenteux, le contexte allergique, et puis voir les signes extra-rénaux. S'il est diabétique, ben c'est normal qu'il fasse un syndrome néphrotique au bout d'un certain nombre d'années. S'il a un lupus, ça peut signer une poussée. Il y va
de même avec les infections. On va voir les étiologies par la suite, mais il y va de même avec beaucoup d'infections qui peuvent s'accompagner d'un syndrome néphrotique. Les AINS donnent des syndromes néphrotiques. Alors voilà, ça c'est les étiologies. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais sinon je peux vous laisser mes slides. Typiquement, toutes les infections virales, bactériennes peuvent donner un syndrome néphrotique. Toutes les maladies auto-immunes peuvent donner un syndrome néphrotique. Et les médicaments, beaucoup de médicaments peuvent donner des syndromes néphrotiques. Et les cancers. Donc en fait, tout peut donner un syndrome néphrotique. Alors du coup, il y a un bilan à faire. Souvent, ce qu'on demande en néphrologie, c'est l'électrophorèse des protides, les sérologies hépatite B, hépatite C, HIV, les anticorps antinucléaires, le DNA, bien sûr la glycémie, l'hémoglobine glyquée. Ça, c'est le bilan de base que les néphrologues demandent devant un syndrome néphrotique en consultation lorsqu'il nous a été confié par les collègues. Du coup, d'accord, très bien, mais est-ce que je biopsie? Est-ce que je biopsie tout le monde? Je suis désolée, je vais vite pour qu'on puisse se libérer un petit peu plus tôt, mais vous me dites si je vais trop vite. Alors, si jamais le patient, est-ce que je biopsie? On sait que le glomérule est atteint, mais est-ce que je vais m'amuser à biopsier tous les diabétiques ou tous les patients qui ont un syndrome néphrotique? La réponse est non. Si le contexte est évident, si le monsieur il a une rétinopathie diabétique, il a une néphropathie diabétique évolutive, bah, qu'est-ce qu'on va trouver à part le diabète? Donc le plus souvent, on ne biopsie pas les diabétiques. Si le patient est un petit, entre 1 et 10 ans, et qui fait un syndrome néphrotique pur, on a ce qu'on appelle le syndrome néphrotique idiopathique, qui se soigne très bien sous corticoïdes, et donc on n'a pas besoin en plus d'avoir une preuve, surtout si on va avoir un protocole qui est codifié. Si toute la famille a une maladie néphrologique, et que biopsier un malade ne va pas m'avancer sur le plan diagnostique, et va juste exposer peut-être à un risque du fait du geste, qui est souvent hémorragique, eh ben, ça ne sert à rien d'aller biopsier. Sinon, si on n'a pas d'orientation, ou si la biopsie va avoir un impact thérapeutique, c'est même pas discutable, l'indication de la biopsie est indiscutable. D'accord? Sur le plan thérapeutique, on a 3 volets. On a le traitement du syndrome œdémateux, donc c'est le repos mais qui ne doit pas être strict au lit. Hein. On préconise un régime pauvre en sel. Pourquoi? Parce que le rein, bah, en fait, il essaie de réabsorber un maximum de sel, donc ça ne sert à rien de lui donner plus. Et on peut donner des diurétiques si l'albumine n'est pas très basse, parce que ça risque encore plus de la sécher. On traite les complications, donc évidemment anti-agrégants s'il y a une thrombose, les bas de contention parce qu'ils sont à risque de faire des thromboses. On traite par antibiothérapie, on vaccine les patients parce que malheureusement ils sont plus à risque de développer des formes sévères. Les statines sont à préconiser lorsqu'on a un syndrome néphrotique qui traîne dans le temps. Et puis on peut proposer un traitement anti-hypertenseur, IEC-ARA2 dans les formes chroniques, inhibiteur calcique dans les formes aiguës. Pourquoi? Parce que l'IEC-ARA2 peut aggraver l'insuffisance rénale aiguë. Et puis, on ne restreint pas les apports en protéines, au contraire, on les libère. On dit à la personne de manger normalement ses protéines parce qu'il en perd et qu'il est sujet à la malnutrition. Et puis, le traitement étiologique, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait une panoplie d'étiologies. Ben, en fait, on traite selon l'étiologie. Si c'est une infection, ben, il va falloir donner un traitement anti-infectieux. Si c'est un lupus, si c'est une maladie auto-immune, c'est des protocoles de corticothérapie qui sont codifiés, qu'on aura peut-être l'occasion de discuter par la suite. Et puis, bien sûr, traiter le diabète si c'est une néphropathie diabétique avec des cibles d'hémoglobine glyquée qui sont bien sûr adaptées au profil du patient. Voilà. Donc, si on veut résumer le syndrome néphrotique, c'est une définition biologique. C'est premier raisonnement pur, impur. Deuxième raisonnement, est-ce qu'il y a des complications? On a vu les complications du syndrome néphrotique aigu chronique. Et ensuite, est-ce qu'on a une piste étiologique? Les pistes étiologiques évidentes, c'est le diabète, il ne faut pas passer à côté. Les causes infectieuses et les causes auto-immunes et les causes médicamenteuses. Le traitement, en dehors du traitement étiologique, on a un traitement à proposer aux patients, c'est les mesures, donc le repos au lit, limiter les apports en sel et bien sûr éviter les complications. On a eu des cas d'amputation sur des thromboses artérielles sur syndrome néphrotique. On a eu en 5 ans à l'hôpital Cheikh Khalifa, on en a eu quand même 3. Et c'est des patients qui étaient quand même cortiqués, qui étaient mutualistes, et puis malheureusement, du fait d'un syndrome néphrotique, ils ont eu une amputation, une thrombose artérielle, et on a dû les amputer les pauvres du fait du syndrome néphrotique. Donc c'est pas anodin en fait, on a beaucoup de complications liées au syndrome néphrotique. Donc j'espère au moins s'il faut juste retenir quelque chose, c'est cette histoire de définition biologique, complications, et qui a un point commun à tous les syndromes néphrotiques qu'il ne faut pas oublier. GNA post-infectieuse. Alors pour ce qui est de la GNA post-infectieuse, en fait
une pathologie qui était beaucoup plus courante avant, beaucoup moins maintenant, heureusement, parce qu'on arrive à contrôler les maladies infectieuses dans notre pays. Maintenant, il y a quand même des formes peut-être aussi symptomatiques qu'on risque d'oublier, qu'on risque de passer à côté. Alors c'est lorsque le glomérule va être attaqué, va avoir une inflammation à la suite d'un agent infectieux. Mais ce n'est pas du pus, c'est non suppuratif. Souvent, l'infection est ORL, hein, elle est post-streptococcique. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des antigènes donc du germe qui ressemblent à certaines molécules du glomérule. Et on les appelle les antigènes néphritogènes. Et ces antigènes néphritogènes, ils circulent dans le sang, ils arrivent au niveau du glomérule et ils considèrent que c'est un antigène. Et donc ils vont l'attaquer et ça va créer un complexe anticorps-antigène. Je ne sais pas si l'image est claire, c'est ça. Et ce complexe anticorps-antigène, il va être à l'origine d'une cascade enzymatique du complément, donc l'activation de la voie alterne. Ça va favoriser la prolifération cellulaire. Seulement, cette prolifération, elle reste à l'intérieur du glomérule, elle ne sort pas vers la chambre urinaire. Elle reste toujours à l'intérieur du glomérule dans les formes simples. Quand je pense au syndrome de GNA, souvent c'est un petit qui est venu en consultation, donc l'hiver ou au printemps, qui a eu une semaine, il y a une semaine, 10 jours, une angine, et qui par la suite va faire un tableau brutal. D'un coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des œdèmes, une oligurie, des urines rouges, Porto ou Coca-Cola, et qui va faire également une HTA et une insuffisance rénale. Donc c'est une installation brutale. Vous vous rappelez des signes de la néphropathie glomérulaire? Et bien, il va faire tout. Il va faire l'hématurie, l'insuffisance rénale, l'HTA et les œdèmes, avec une protéinurie à 1 g. Qu'est-ce que je demande quand le malade va me faire un syndrome de GNA, notamment quand elle est post-infectieuse? Eh bien, je demande un bilan, donc protéinurie de 24 heures, qui va être positive, supérieure à 1 g toujours. On peut même avoir des syndromes néphrotiques dans les formes évolutives. On demande un ECBU parce qu'il faut bien quantifier l'hématurie. On a vu qu'il y avait une hématurie macroscopique Coca-Cola. On a NAK urinaire, je vous passe les détails parce qu'on est pressé, mais NAK urinaire donc inférieur à 1. Et puis, on demande une fonction rénale. Un malade oligurique, c'est un monsieur qui ne pisse pas, qui n'urine pas, et donc le DFG est forcément bas. Donc, il est exposé à faire une insuffisance rénale si on ne fait rien. D'accord? Il a un syndrome inflammatoire biologique, il a une VS qui est accélérée, il a des ASLO qui peuvent être positifs, et à la radio, on demande une écho rénale. C'est une maladie aiguë, donc le rein va avoir un aspect normal, bonne taille, bonne différenciation, pas de dilatation. Et à la radiothorax, on peut la demander si on pense à l'OAP. Un malade qui n'urine pas, il va accumuler du liquide, il peut faire un OAP. Mon diagnostic est simple en fait. Le diagnostic, on le fait en cabinet de ville. Un malade qui fait une infection ORL le plus souvent, au bout de 2 semaines, il fait une installation brutale du syndrome néphritique. Voilà, déjà ça commence bien. Du syndrome néphritique. Il fait une consommation du complément. Ah, vous voulez le... D'accord. Tout de suite, tout de suite. Alors, d'accord. Complément bas, évolution favorable, c'est bon. Syndrome de GNA, j'ai même pas besoin de biopsier. Je passe très vite parce que la prolifération, elle est à l'intérieur du glomérule, pas à l'extérieur, donc ça évolue favorablement. On a des dépôts de compléments partout, donc ça donne un aspect de ciel étoilé. Voilà, on a d'autres étiologies qu'on peut avoir, notamment les maladies auto-immunes, les vascularites. Je vous laisserai les slides si vous le souhaitez pour votre prise en charge. Et puis voilà, comment je traite? En fait, je traite symptomatiquement. Pareil, je fais en sorte déjà qu'il n'y ait pas d'infection. Bonne hygiène de vie. Si vous voulez récupérer, docteur Mkwar, je peux dire les choses oralement. Oui, ça vous va? Parce que c'est vraiment... Il me reste que 2 slides. Il y a celle-ci et la prochaine. Je vous en prie. Non. On va évoluer favorablement dans 90% des cas. La fonction rénale se normalise dans la semaine qui suit. Le complément se normalise au bout de 2 mois. Donc, en général, l'évolution est vraiment très favorable. Voilà. Surtout si c'est un enfant. Donc, je ne sais pas si... Je suis désolée, je n'ai plus rien à vous exposer. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la GNA. GNA, c'est tous les signes cliniques du rein d'un coup, après une infection le plus souvent. Mais des fois, on se fait avoir quand ça peut être après une maladie auto-immune. Mais classiquement, c'est après une infection. Syndrome néphrotique, c'est les multiples de 3. Plus de 3 grammes de protéines dans les urines de 24 heures, moins de 30 d'albumine et moins de 60 de protéines dans le sang. Voilà, je vous remercie.
Ça va aller?